Alors que Stéphane Dubois et Valérie Leclerc laissaient leur chagrin éclater au milieu des pierres tombales d'un cimetière de campagne en périphérie, persuadés que leur monde s'était irrémédiablement effondré, une vision presque surréaliste se présenta à eux. Une jeune fille, portant des sandales usées et des sacs de canettes sur son dos, affichait à son cou un collier. Un collier que seuls 3 êtres humains sur la planète possédaient. Valérie, le souffle court, sentant son cœur marteler sa poitrine, s'élança vers l'enfant, une vague de panique pure la submergeant. « Où as-tu trouvé ce collier ?» Sa voix était à peine plus qu'un cri étranglé. La réponse de la fillette fut si bouleversante, si chargée de conséquences, que le temps sembla se figer autour d'eux. Et Stéphane était loin de se douter que cet enfant, cette apparition quasi invisible parmi les sépultures, détenait la clé qui sauverait sa famille et son âme. Le monde semblait appartenir à Stéphane Dubois. Il possédait tout, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Homme d'affaires milliardaire, il dirigeait l'une des plus grandes entreprises de construction de France, dont le siège social imposant se dressait au cœur de Paris. Sa femme, Valérie Leclerc, était une architecte renommée, dont les créations faisaient la une des magazines spécialisés. Il résidait dans un hôtel particulier de 1000 mètres carrés situé dans un quartier chic du 16e arrondissement de Paris, une forteresse de luxe et de solitude. Ils avaient des voitures dont la valeur dépassait celle d'une vie de travail pour le commun des mortels, des armoires remplies de vêtements de créateurs. Pourtant, leur fille unique, Manon, 8 ans, s'endormait seule chaque soir. Elle attendait seule à la sortie de son école primaire, dînait seule, pleurait seule. Et un jeudi, elle avait tout simplement disparu. 3 jours s'étaient écoulés. 3 jours d'une attente insoutenable, sans un appel, sans une demande de rançon. Les forces de l'ordre avaient déployé des moyens considérables, quadrillant Paris sans relâche. Les hélicoptères balayaient le paysage urbain de leurs projecteurs. Le visage de Manon était partout, sur tous les écrans, un rappel constant de leur échec. Les SMS affluaient sur le téléphone de Stéphane, mélange de fausse compassion et de curiosité malsaine, certains demandant brutalement si elle était morte. Avant de découvrir la suite de ce récit, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous redonnons une voix aux mémoires oubliées, à ceux dont la sagesse mérite d'être entendue. Valérie était une ombre. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus. Ses journées n'étaient qu'une succession de sanglots et de murmures. « Ma petite fille, Stéphane, où est-elle ?» Lui, l'homme qui maîtrisait des projets de centaines de millions d'euros, qui dirigeait des armées d'employés, était impuissant, brisé. Le 3e jour, à bout de force, il s'était réfugié dans ce cimetière, sur la tombe de la mère de Valérie. Un pèlerinage instinctif, une quête de réconfort auprès de celle qui n'était plus. Valérie s'était agenouillée, le front contre la pierre froide, suppliant le ciel au milieu de ses larmes. C'est laquelle la vie. Une fillette d'une dizaine d'années, à la silhouette frêle, déambulant entre les tombes avec son fardeau de canettes. Cheveux en bataille, vêtements élimés, sandales en fin de vie. Mais le regard de Valérie fut happé non par cette misère, mais par le bijou qui pendait à son cou. Un collier en or, avec un pendentif unique. Inimitable. Stéphane, Valérie et Manon avaient fait créer 3 de ces colliers des années plus tôt, lors de vacances à Saint-Tropez sur la Côte d'Azur. C'était leur pacte, le symbole de leur lien indéfectible. Quelle ironie tragique. Le cœur de Valérie manqua un battement. « Elle porte le collier de ma fille !» s'exclama-t-elle, se redressant d'un coup, le doigt accusateur et tremblant. L'enfant sursauta, laissant tomber son sac dans un bruit métallique. Elle fixa les 2 adultes qui se ruaient sur elle, le visage déformé par le chagrin, et eut un mouvement de recul, prête à fuir. Pourtant, elle resta. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément, et les rouvrit, révélant un regard d'une maturité déconcertante. « Elle va bien ?» affirma-t-elle d'une voix posée. « Elle est en sécurité. » Les genoux de Valérie se dérobèrent. « Où ? Dis-moi où est ma fille ?» supplia-t-elle, agrippant les épaules de l'enfant. La fillette ne sia pas. Plantant ses yeux dans ceux de Valérie, elle asséna la vérité, « Elle est chez moi. Je l'ai trouvée dans la rue. » Elle pleurait. Elle a dit qu'elle ne voulait plus rentrer chez vous. L'univers de Stéphane et Valérie vola en éclats. Stéphane eut l'impression qu'on lui arrachait les entrailles. « Que veux-tu dire ?» articula-t-il péniblement. La fillette déglutit, puis continua, chaque mot étant une accusation. « Elle a dit que vous n'étiez jamais présent.
qu'elle passait ses journées à vous attendre. Ses larmes étaient si profondes, je ne pouvais pas la laisser seule. Valérie s'affaissa sur le sol, le corps secoué de spasmes. Mon Dieu, mon Dieu. Cet enfant s'appelait Léa Martin. 10 ans. Elle vivait avec sa mère, Monique, femme de ménage, dans un petit mobil-home au sein d'un campement précaire. Elle collectait des canettes pour aider sa mère. C'était elle, l'héroïne. Pas la fortune des Dubois, pas la police de Paris. Une gamine invisible de 10 ans. L'arrivée au campement fut une épreuve. Le contraste entre leur voiture de luxe et la pauvreté ambiante était obscène. La honte les submergea. Le mobil-home était minuscule, un sol en ciment fissuré, la pièce principale séparée par un vieux rideau. Un petit réfrigérateur bruyant et une cuisinière à 2 feux composaient la cuisine. Et au milieu de tout ça, Manon. Assise par terre, elle dessinait sur un bout de papier déchiré avec des crayons de couleur. Elle leva les yeux vers ses parents, sans joie, sans empressement. Valérie tomba à genoux. « Manon, mon amour, ça va ? On était mort d'inquiétude, pourquoi nous as-tu fait ça ?» La voix de Manon, claire et tranchante, coupa court à ses lamentations. « Je suis parti parce que vous n'êtes jamais là. » Stéphane sentit un froid glacial l'envahir. Valérie se pétrifia. « Jamais, » répéta Manon, des larmes perlant au coin de ses yeux. « Le matin, tu es déjà au travail, maman. Le soir, tu rentres après que je sois couché. » Sa voix se brisa. « Et toi, papa? Cette semaine, tu m'as oublié 3 fois à la sortie de l'école primaire. 3 fois. J'ai attendu, seul. Le gardien de l'immeuble a dû appeler. Quand j'essaie de te parler, ton téléphone est collé à ton oreille. Tu es toujours trop occupé. » Valérie sanglotait, le visage caché dans ses mains. La voix de Manon se durcit, empreinte d'une douleur infinie. « Ce jour-là, j'en ai eu assez. Je me suis demandé, remarquerait-il même si je disparaissais? Alors j'ai marché. Personne ne m'a cherché. J'ai continué, jusqu'à un banc. Et là, j'ai pleuré. Je voulais juste que quelqu'un me voie, pour une fois. » Léa, qui n'avait pas bougé, prit la main de Manon. Elle s'adressa aux parents avec une gravité qui n'appartenait pas à son âge. « Je l'ai trouvée comme ça. Elle m'a tout raconté. Je l'ai ramenée ici parce que... » Elle baissa la tête. « Parce que je sais ce que c'est de se sentir invisible. C'est une souffrance que les enfants ne devraient pas connaître. » Un silence de plomb s'installa. Stéphane s'agenouilla devant sa fille, laissant enfin couler les larmes. « Manon, pardonne-moi, je ne savais pas. » Les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Manon le regarda, et ses prochains mots anéantirent ses dernières défenses, « C'est parce que tu n'as jamais pris le temps de demander, papa. » L'affaire fit la une des journaux. Le scandale était immense. La fille du milliardaire fuit un foyer doré mais vide d'amour. La fillette de 8 ans, seule et oubliée à l'école. L'homme d'affaires qui bâtissait un empire mais détruisait sa famille. Les témoignages du personnel de l'école primaire furent accablants. La directrice, émue, confirma les oublis répétés. Les professeurs racontèrent la tristesse de Manon lors des fêtes d'école, son regard toujours tourné vers une porte qui restait désespérément close. Sur Internet, la haine se déchaîna. Pour eux, l'amour s'achète. C'est de la maltraitance psychologique. Ils ont tout pour être heureux et ils ne sont même pas capables d'aimer leur propre enfant. Les conséquences professionnelles furent immédiates. Contrat rompu, investisseurs frileux, amis aux abonnés absents. Le jugement de l'opinion publique était sans appel, et il savait qu'il était juste. Valérie se mura dans le silence de sa chambre. Stéphane évitait son propre reflet. La vérité était un poison qui les consumait. Pendant ce temps, dans les coulisses de l'entreprise, un drame plus insidieux se jouait. Nicolas Leroy, le directeur financier, rongeait son frein depuis des années. Brillant, ambitieux, il se sentait spolié par Stéphane, qu'il jugeait moins compétent. Il avait patiemment tissé sa toile, s'assurant la loyauté de cadres clés. La détresse de Stéphane était l'opportunité qu'il attendait. Il se mit à maquiller les comptes, à falsifier des contrats, à siphonner des millions vers des sociétés écrans. Une prise de contrôle hostile, menée avec une précision chirurgicale. Stéphane,
aveuglé par sa douleur, ne vit rien venir. Plus qu'une semaine, et Nicolas aurait tout. Mais une personne invisible, avait tout vu. Ou plutôt, tout entendu. Monique Martin, la mère de Léa, faisait le ménage dans l'immeuble de bureaux voisin. Chaque nuit, elle parcourait les étages déserts. Son invisibilité était son meilleur atout. Une nuit, près d'une salle de conférence, des voix filtrèrent à travers la cloison. Celle de Nicolas et de 2 complices. Stéphane est aux abois. Il ne se rend compte de rien. L'entreprise lui échappe complètement. Et s'il s'en aperçoit? Il est incapable de quoi que ce soit. Il est détruit. La semaine prochaine, il signera le contrat final sans même le lire, et ce sera terminé pour lui. Rire. Monique se figea. Elle connaissait Stéphane Dubois. C'était le père de Manon. Elle savait qu'il était en souffrance, mais qu'il tentait de se racheter. Elle ne pouvait pas laisser faire ça. Elle courut chez elle et prévint Léa. Léa, la petite fille au courage immense, décréta aussitôt « Maman, on doit l'aider. » Les enfants, pensait-elle, sont les êtres les plus invisibles qui soient. Personne ne se méfie d'une fillette qui semble attendre sa mère dans les couloirs d'un grand groupe. Alors, Léa se mit en mission. Chaque jour, elle se rendait à l'entreprise. Elle s'asseyait, observait, écoutait. Et avec le vieux téléphone portable de sa mère, elle enregistrait. Elle a tout collecté, les conversations compromettantes, les photos de documents confidentiels, les preuves des transferts frauduleux. Un dossier d'accusation méticuleux. Une fois sa tâche accomplie, elle se présenta à l'appartement terrasse des Dubois. Stéphane, en lui ouvrant, fut stupéfait. « Léa? Que fais-tu là ?» D'un air solennel, elle posa une chemise de documents sur la table du salon. « Il faut que vous voyiez ça. Quelqu'un dans votre société est en train de tout vous prendre. » Valérie s'approcha, intriguée. Léa dévoila le contenu du dossier. Les enregistrements. Les photos. Les preuves. Le visage de Stéphane se décomposa, passant de l'incompréhension à la stupeur, puis à une rage froide et contenue. « Nicolas, murmura-t-il. » Valérie devint livide. Manon, témoin silencieuse, se leva et vint prendre la main de son ami. Stéphane fixa Léa, abasourdi. « C'est toi qui as fait ça ?» Léa haussa les épaules. « Vous avez aidé ma mère et moi. Vous avez rendu sa famille à Manon. C'était à mon tour de vous aider. » Les larmes montèrent aux yeux de Valérie. Stéphane s'accroupit pour être à la hauteur de la fillette. « Léa. Tu as à peine 10 ans. Tu as sauvé ma fille, et maintenant, tu sauves tout ce que j'ai construit. Tu es. » J'ai appris quelque chose, monsieur Dubois, l'interrompit-elle doucement. L'invisibilité peut être une force. Si on l'utilise pour faire le bien. Manon enlaça son ami. À cet instant, Stéphane et Valérie comprirent une leçon fondamentale. Ce n'était pas leur fortune, leur statut ou leur relation qui les avait sauvés de la ruine totale. C'était une enfant de 10 ans, que la société ignorait, mais dont le cœur et le courage valaient plus que tout l'or du monde. La réunion du conseil d'administration fut explosive. Nicolas Leroy y entra, arrogant, sûr de sa victoire. Mais le sourire quitta son visage quand la voix de ses propres complots emplit la pièce. Les preuves étaient accablantes. Il fut licencié sur le champ et une plainte fut déposée. Si vous êtes touché par ce récit, abonnez-vous à notre chaîne et découvrez cette conclusion poignante. 3 jours plus tard, Nicolas était en état d'arrestation. Stéphane avait récupéré son entreprise. Mais surtout, il avait récupéré son âme. 6 mois passèrent. La vie des Dubois-Leclerc avait radicalement changé. Moins de travail, plus de temps en famille. Les dîners étaient partagés, les soirées remplies de jeux et de confidences. Le rire de Manon résonnait à nouveau. Léa et Monique vivaient désormais dans une charmante maison d'une banlieue pavillonnaire près de Paris. Monique était devenue superviseure, avec un salaire décent. Léa avait intégré une prestigieuse école privée grâce à une bourse. Les 2 familles étaient devenues inséparables. Un samedi soir, tous étaient réunis. Manon et Léa jouaient sur le tapis du salon. Monique et Valérie préparaient des crêpes au chocolat dans la cuisine. Stéphane les regardait,
un sentiment de paix profonde l'envahissant. Léa s'approcha de lui. « Monsieur Dubois ?»« Oui, ma puce ?» Elle hésita, puis se lança. « Le jour où j'ai trouvé Manon, je n'ai pas compris. Elle avait tout, et pourtant elle était si malheureuse. » Elle le fixa intensément. « Après, j'ai compris. L'argent, ça ne console pas. L'argent, ça ne demande pas si tu as passé une bonne journée. L'argent, ça ne sèche pas les pleurs. Chez moi, on n'avait presque rien, mais ma mère, elle me voyait. Toujours. Maintenant, vous aussi, vous voyez Manon. Et c'est ça, le plus grand des trésors. » Stéphane sentit ses yeux s'embuer. Il la prit dans ses bras. « Tu m'as tout appris, Léa. Tu m'as appris à être un père. Merci. » Manon se joignit à eux, suivie de Valérie et de Monique. Et ce soir-là, dans le luxe de l'hôtel particulier, la plus grande richesse n'était pas le marbre au sol ou les tableaux coûteux au mur. C'était l'amour qui brillait dans leurs yeux. Si cette histoire a résonné en vous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez, et à très bientôt pour un nouveau récit.